Alors, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour la conférence pour préparer sa reconversion professionnelle en tenant compte de sa situation de santé. Donc, vous allez avoir 4 intervenants qui vont tour à tour représenter leur structure. Déjà, vous allez voir que chacun, on fait partie de structures différentes. Et on va vous montrer comment est-ce qu'on s'articule pour que ça soit le plus simple possible pour vous. Donc, je vais laisser chacun, une fois qu'ils se seront installés, se présenter. C'est bon? Alors, Véronique. Ok. Alors, si tu veux, je commence. Voilà, tu veux? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Marlène Pilet, je suis chargée de partenariat pour une structure qui s'appelle le Groupement Évolution. Et le Groupement Évolution a pour mission d'accompagner les salariés actifs et les indépendants dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc je vous expliquerai un petit peu plus tard ce qu'est le conseil en évolution professionnelle et voir comment vous pouvez le mobiliser dans le cadre effectivement de cette thématique préparer ma reconversion professionnelle en tenant compte de ma situation de santé. Véronique, je te laisse la parole. Véronique Chassard, donc directrice Cap Emploi Val-de-Marne, et je représente le réseau des 8 Cap Emploi Île-de-France, le réseau KEOPS Île-de-France. Le réseau Cap Emploi qui est spécialisé pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers et dans l'emploi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Luc Aubry, délégué régional adjoint de l'AGFIP Île-de-France, qui est l'association gestionnaire du Fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap, que j'aurai l'occasion de présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et je suis Laetitia Gamrasny de Transition Pro Île-de-France, donc la structure qui organise cet événement. Et voilà, Transition Pro Île-de-France, vous l'avez, je l'espère, compris tout au long de ces 2 journées. Nous sommes essentiellement une structure financeuse des reconversions professionnelles, notamment via quelques dispositifs que je vais très rapidement balayer, puisque vous avez des conférences qui sont dédiées aux thématiques sur nos dispositifs. Et moi, je vais plutôt vous montrer les liens qu'il y a entre Transition Pro et les 3 structures présentes avec moi donc, pour cette présentation, cette conférence. Donc, on vous a préparé un programme avec au sommaire un petit rappel en disant qu'effectivement, la maladie, un accident, ça peut perturber une vie professionnelle et ça peut effectivement arriver à tout le monde. On est finalement tous concernés à un moment ou un autre de notre vie, que ce soit nous personnellement ou un proche. Et donc, la première des étapes, lorsqu'on se retrouve dans cette situation de difficulté de santé, c'est de faire le point sur sa santé. Et donc, on va voir ensemble les différentes étapes du parcours et les différents acteurs qui peuvent être mobilisés, qui peuvent vous accompagner dans ce cadre-là. On doit aussi faire le point sur son projet professionnel, se questionner. Est-ce que mon métier, je vais pouvoir continuer de le faire? Et dans quelle mesure je peux être accompagnée pour évoluer, compte tenu de mon problème de santé qui survient voilà, parfois de façon brutale, je dirais. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir être accompagnée? Et moi, je vous retrouverai sur cette étape-là pour parler du conseil en évolution professionnelle. Et puis aussi, si il doit y avoir un changement professionnel, un changement de métier, comment est-ce que financièrement, je vais pouvoir construire ce nouveau projet? Et là, ça sera Laetitia qui interviendra sur la présentation de Transition Pro. Et on aura aussi, évidemment, un focus AGFIP avec Luc. Et donc, cette présentation, elle s'articule autour de 2 exemples qu'on va vous présenter au début, mais aussi à la fin de la présentation, avec Anita et Julio, qui tous les 2 se sont trouvés confrontés à des difficultés de santé. Et donc, on va voir comment est-ce qu'ils ont pu voir évoluer leur situation. Alors, donc, comme on l'expliquait, donc on peut avoir effectivement un problème maladie, un accident dans notre parcours professionnel qui peut intervenir et qui peut perturber un petit peu notre vie professionnelle, notre situation de salarié. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui Anita. Elle travaille dans une boulangerie et elle a eu des problèmes réguliers au niveau de l'épaule, des douleurs, des inflammations et qui la gênent dans son activité de caissière, vendeuse en boulangerie. Elle ne peut plus lever les bras. Elle ne peut plus porter de charge. Elle a du mal à faire effectuer toutes les tâches. Comment ? On est déjà filmé, mais... oui. Pardon. Comment ?
Ah. D'accord. Vous lui ferez le retour? Alors, c'est très bien parce que grâce à madame, on va faire tout de suite un petit moment promotion pour vous dire que très prochainement, vous allez avoir sur nos réseaux sociaux la communication sur l'événement Génération Reconversion et la disponibilité de toutes les conférences qui auront eu lieu pendant ces 2 jours. Donc, toutes seront disponibles à la consultation. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Génération Reconversion et vous saurez tout. Merci Laetitia, super. D'accord. Comme ça, vous pourrez vous allez pouvoir partager, alors du coup. Voilà, exactement. Alors, attendez, je vous propose qu'on fasse donc cette conférence. Peut-être qu'il va y avoir des éléments de réponse qui vont vous être apportés au fur et à mesure. De toute façon, sachez qu'à la fin, on pourra prendre des questions. Et quoi qu'il arrive, au-dessus, il y a les stands des structures. Donc, vous pourrez tout à fait aller voir les structures si vous avez des questions. Oui. Alors, donc, on revient à Anita. Elle est conseillère vendeuse en boulangerie. Comme je disais, elle avait des problèmes réguliers au niveau de l'épaule, des inflammations, des douleurs, et qui l'empêchent de lever les bras dans son activité professionnelle, de porter des charges. Et donc, sa vie professionnelle a été complètement bouleversée et profondément transformée. Et forcément, elle s'inquiète pour son avenir. Est-ce que je vais garder mon emploi? Est-ce que je pourrais continuer à le faire? Voilà, Anita. Je passe la parole. Oui, donc moi je vais vous parler de Julio qui est planificateur dans l'audiovisuel. Et Julio, c'est un fan de moto. Un week-end, il part avec sa moto et il a un accident. Il fait une chute et il en résulte une fracture compliquée au niveau de l'épaule. Donc c'est un accident qui va évidemment avoir des conséquences. Les soins vont durer, c'est assez compliqué. Et Julio, il se rend à l'évidence, c'est qu'il va en garder des séquelles. Donc même chose, comme Anita, il se questionne aussi sur son poste. Comment est-ce que tout ça va pouvoir s'articuler au mieux et comment évoluer, comment se projeter, continuer de se projeter aussi sur son métier. Ah oui, à chaque fois je l'oublie, désolée. Donc pour vous dire que, en fait, comme je vous l'ai dit en introduction, on est tous concernés aujourd'hui. On a, en 2021, selon des sources, on a 160 000 avis d'inaptitude qui ont été prononcés et qui sont souvent suivis de licenciements. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est justement de vous sensibiliser pour éviter le licenciement. Et c'est aussi 15% de salariés qui sont atteints d'une ou plusieurs affections de longue durée. Et au total, 2,3 millions de salariés qui sont en situation de handicap, dont 900 000 qui ont fait l'objet d'une reconnaissance administrative de handicap en 2021. Voilà, les signaux d'alerte en matière de santé, on va les résumer. Ça peut être, c'est effectivement de manière générale d'être en difficulté dans la réalisation, on le voyait tout à l'heure avec l'exemple d'Anita, dans la réalisation des tâches qui nous sont confiées pour l'exercice de son activité professionnelle ou de certaines situations de travail qui, du fait de problématiques de santé, peuvent nous mettre en difficulté. Alors ça peut être par exemple à rester debout, rester assis, porter des charges, se baisser, s'accroupir en fonction de l'activité professionnelle qu'on exerce, faire des gestes répétitifs, réaliser un effort de longue durée physiquement ou intellectuellement. Ça peut être aussi travailler dans une ambiance bruyante, poussiéreuse, et ça peut être aussi dans une ambiance stressante qui peut, toutes des situations d'exemple peut-être qui ont été vécues par certains d'entre vous et qui mettent en difficulté dans l'exercice de son activité professionnelle. Et ces situations peuvent notamment entraîner des arrêts de travail et des difficultés dans la tenue de ses missions professionnelles, son contrat. Alors du coup, comment faire dans ces situations-là? On fait le point d'abord sur sa santé. C'est d'abord avec le médecin du travail, c'est le réflexe de médecin de ville, médecin spécialiste. On va le voir pour évoquer ces problématiques de santé, mais on reste sur une démarche centrée sur sa propre santé. Mais on peut aussi voir, et ça c'est important quand on est en situation de salarié, voir examiner le médecin du travail qui va évaluer l'aptitude et les aménagements ou les mesures de compensation qu'il faut mettre en place pour pouvoir continuer à exercer son activité.
On va se poser des questions. Est-ce que j'ai des restrictions? Est-ce que je n'en ai pas médicales? Est-ce que j'ai des idées, de moyens de compensation par rapport à mes restrictions de santé, à mes restrictions médicales? Est-ce que j'ai une idée que combien de temps ça va durer, cette situation, mon arrêt de travail? Un ensemble de questions qui déterminent aussi l'importance de la visite auprès du médecin du travail, notamment, et ça je ne sais pas si vous le savez, quand on est en situation de salarié, qu'on a des problématiques de santé, vous pouvez faire une demande de visite de pré-reprise pendant l'arrêt maladie à votre initiative, et non pas à l'initiative de l'employeur, qui est possible à la demande du salarié pour faire le point quand on est en arrêt maladie sur les possibilités de reprise de son activité et anticiper la reprise et dans quelles conditions on va reprendre et si éventuellement on doit changer de métier. Et là on arrive sur le cœur de notre réflexion sur la reconversion en fonction de problématiques de santé. Alors sur cette diapositive, en fait, l'idée c'est de vous montrer aussi la diversité des acteurs qui peuvent vous accompagner en fait dans cette démarche-là, dans la situation qui peut être la vôtre si vous êtes ou si vous pensez être en situation de handicap. Donc finalement la reconnaissance de travailleurs, de qualité de travailleurs en situation de handicap est une démarche qui est personnelle et confidentielle que vous pouvez faire auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, donc la MDPH, et qui vous ouvre une boîte à outils, une offre de services spécifique à cette situation-là. Bien entendu, et là sur la diapo, on se rend compte que le salarié est au centre de cette situation, donc est l'acteur principal de la situation, mais peut être accompagné à la fois par l'entreprise, le référent handicap, peut être accompagné par l'infirmier, le médecin du travail, le médecin traitant, le médecin spécialiste aussi, hein, ça c'est important, puisqu'avant tout c'est l'analyse d'une situation de santé par rapport à un environnement de travail qui est analysé dans le cadre de la RQTH. L'assurance maladie est un acteur évidemment aussi essentiel du sujet. Cap Emploi, en tant qu'opérateur CEP, mais aussi opérateur spécialisé sur le maintien dans l'emploi. Et enfin, la GFIP. Donc l'idée, c'est de se rendre compte que vous êtes au cœur de l'action, mais qu'autour de vous, il y a un certain nombre d'acteurs spécialistes et complémentaires qui peuvent intervenir à vos côtés pour vous accompagner dans cette situation de reconversion. Excusez-moi. Vous ne voyez pas bien, c'est ça? D'accord, ok. N'hésitez pas à prendre des photos, hein, effectivement. Si des fois certaines slides vous intéressent, n'hésitez pas. Certains le font et vous avez tout à fait raison. Donc, ok. Alors. Donc, je vous avais promis de vous présenter la GFIP. Hein, la GFIP pour qui, pourquoi et pour qui? Donc, la GFIP, c'est une association de loi 1901. C'est un organisme paritaire qui a été créé en 1987 suite à la législation qui a mis en place le quota de 6% de personnes en situation de handicap dans les entreprises de plus de 20 salariés. Donc nous on apparaît à ce moment-là et notre mission c'est de favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Pour ça, on a une offre de services que je vais détailler sur la slide d'après. Nos bénéficiaires sont les personnes en situation de handicap elles-mêmes, qu'elles soient demandeurs d'emploi, mais aussi salariés, les entreprises, les organismes de formation, les centres de formation pour apprentis, et plus largement les acteurs de l'insertion, de l'orientation, de l'emploi et de la formation. Donc on a une offre de services autour de ces bénéficiaires-là. L'offre de services, elle est composée finalement de trois niveaux. On a un service direct qui peut être de l'accompagnement, notamment auprès des entreprises, mais aussi des organismes de formation. On a un niveau de service qui est composé de prestations. J'ai eu l'occasion sur le stand de la GFIP, avec certains d'entre vous, de l'évoquer. Par exemple, sur le travail d'élaboration de projets professionnels, il existe une prestation financée par la GFIP qui permet aux bénéficiaires de travailler son projet professionnel à partir d'une analyse de la situation, d'un certain nombre de phases qui permettent de structurer le travail de projet professionnel et
envisager un plan d'action permettant de faire aboutir ce projet-là. On peut aussi avoir, bien entendu, des aides financières, pour le coup, comme des aménagements de postes dans les entreprises ou même en formation. C'est des aides financières qui peuvent être mobilisées auprès de la GFIP. Ça dépend des aides mobilisées. Il y a des aides effectivement qui sont mobilisées par l'employeur, comme par exemple un aménagement de poste, puisque le matériel a priori est amené à rester dans l'entreprise. Donc à ce moment-là, c'est effectivement l'employeur qui en fait la demande. Maintenant, il peut aussi y avoir des aides que vous, en tant que personne, vous mobilisez directement, comme des aides au déplacement par exemple. Comment ? Alors, ils ne le sont pas tous, et justement, ça fait partie du travail des acteurs que vous avez en face de vous, de sensibiliser les employeurs à ce sujet-là et de rendre plus lisible l'offre de services des acteurs spécifiques. Donc on y travaille, c'est notre quotidien. C'est un débat qu'on pourra avoir. Alors, je propose qu'on poursuive la conférence et on aura un temps pour les questions et les remarques auxquelles on se fera un plaisir de répondre. Voilà, notez les questions. Allez-y. Alors ensuite, comment on devient bénéficiaire de l'obligation d'emploi? Sur cette diapo, en fait, ce qui est intéressant de vous montrer, c'est que il y a plusieurs leviers, titres, qui vous permettent d'avoir accès à l'offre de services spécifiques évoquée à l'instant. Et la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé est le titre le plus connu finalement, celui qu'on connaît le plus et qui est comment dirais-je, travaillé auprès de la MDPH. Donc là, c'est une démarche qui est personnelle, qui est confidentielle, que vous faites auprès de la maison départementale des personnes handicapées, qui relève de votre département d'habitation. Mais ce n'est pas le seul titre. Il y a des titres qui sont donc attribués par la MDPH, mais il y en a aussi qui le sont par l'assurance maladie ou encore l'État pour les victimes de guerre et d'attentats. Donc sachez juste qu'il y a plusieurs titres qui peuvent être attribués par ces trois structures. Alors, si vous êtes en arrêt de travail, du coup, un contact qui est important, c'est la sécurité sociale, votre centre de sécurité sociale. Bon, on a rappelé, là dans la petite diapo, les coordonnées de 3646, coordonnées téléphoniques, et puis amélie.fr que vous connaissez tous. La CPAM, la sécurité sociale, pour simplifier, elle est importante pour répondre à toutes vos questions quand vous êtes en situation d'arrêt maladie, notamment la durée, les problèmes d'indemnité journalière, le versement des indemnités journalières, les problèmes de prise en charge d'accident de travail, de reconnaissance de maladie professionnelle. Et sachez que si vous avez des problèmes avec ces dossiers, sur le plan social, vous pouvez demander, c'est important de le savoir, un rendez-vous avec une assistante sociale, je l'ai évoqué une dame tout à l'heure. Voilà, on s'est rencontrés, de prendre un rendez-vous avec l'assistante sociale du centre de sécurité sociale qui va répondre à toutes vos questions et faire une analyse très très détaillée sur le plan et global de votre situation sociale en lien avec votre situation d'arrêt maladie et qui va vous accompagner ou débloquer des situations qui peuvent être assez complexes. Pour synthétiser, première situation, si je suis en activité, ce qu'on vient de dire, je peux rencontrer les professionnels pour répondre à mes questions en lien avec ma future orientation professionnelle. C'est-à-dire en particulier, si je suis salarié, le service de prévention et de santé au travail, plus communément appelé le service de médecine du travail, auquel votre entreprise en tant que salarié adhère, et conserver le lien en particulier quand c'est possible avec votre employeur pour trouver des solutions de reclassement en interne en fonction de votre situation de santé. Voilà, c'est un lien important. Si vous êtes en arrêt de travail,
pour synthétiser, on rencontre les acteurs qui sont incontournables, c'est-à-dire les services sociaux, on vient de le dire, de l'assurance maladie, qui va sans doute débloquer des situations complexes sur le versement des indemnités journalières, des dossiers d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Et toujours, en tant que en arrêt de travail, j'essaye, dans la mesure du possible, de conserver le lien avec mon employeur pour l'informer de ma situation, de ma reprise éventuelle de travail, de mes situations d'arrêt maladie, pour anticiper avec lui, dans la mesure du possible, l'échange qui doit pouvoir être fait dans le cadre de l'accompagnement de son salarié en arrêt maladie pour le reclasser en interne. Les étapes... pardon, j'ai fait les deux. Oui, donc allez, on y va. Je fais le point. Donc les étapes, c'est ce qui a été dit précédemment, deux grandes étapes, la situation administrative qui relève de la sécurité sociale, ma situation de santé qui relève de mon médecin traitant ou de mon médecin spécialiste ou du médecin conseil de la sécurité sociale. Voilà donc les acteurs clés qu'on va pouvoir contacter quand on est en situation de salarié en difficulté de santé. Voilà les acteurs clés. Et surtout pour le projet professionnel, mon conseiller en évolution professionnelle, puisqu'on l'expliquait tout à l'heure, les Cap Emploi sont inscrits dans la loi en tant que conseiller en évolution professionnelle, opérateur du conseil en évolution professionnelle, pour pouvoir vous accompagner au même titre que les autres opérateurs de droit commun. Vous pouvez y accéder pour travailler votre projet de reclassement interne au sein de l'entreprise en tant que salarié. Donc je fais le point sur ma situation professionnelle. Cap Emploi, voilà, présentation de Cap Emploi, ce sont des acteurs qui sont spécialisés dans l'insertion professionnelle et le maintien en emploi et dans l'emploi. Donc qui est dédié aux agents de la fonction publique, les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants et qui sont reconnus en situation de handicap ou en voie de l'être, reconnus en situation de handicap, comme l'expliquait Luc tout à l'heure, en passant par les démarches administratives qu'il a évoquées et détaillées tout à l'heure, et qui a pour mission le maintien au poste dans l'entreprise, qu'on appelle le maintien dans l'emploi quand on est en situation de salarié, qu'on a un problème de santé, le Cap Emploi peut accompagner le salarié et l'employeur en lien avec les services de santé au travail sur le maintien en poste, rechercher des solutions de reclassement en interne avec ces trois acteurs, et vous-même, c'est l'acteur principal. Le maintien à un autre poste dans l'entreprise, si ce n'est pas possible dans son entreprise, ou l'accompagnement à la reconversion externe en l'absence de solution de reclassement en interne dans votre entreprise, sur le même poste ou sur un autre poste. Donc, d'où l'intérêt d'anticiper ces démarches. Et donc, le conseil en évolution professionnelle peut être, à chacune de ces étapes, peut intervenir dans la phase d'élaboration de projets professionnels ou de formation, suivi de formation. Voilà. L'offre, voilà, donc un objectif de sécurisation, les Cap Emploi ont un objectif de sécurisation des parcours, ce qu'on appelle une offre de service sans couture, c'est-à-dire pour éviter les ruptures de parcours, qu'on soit salarié, demandeur d'emploi, l'accompagnement des personnes et des employeurs dans le conseil pour les employeurs privés comme publics au recrutement, une mission de service public gratuite, inscrite dans la loi aussi, et on est un acteur de la compensation, évidemment, tout comme la GFIP, qui finance effectivement les aides que le Cap Emploi peut mobiliser au service de votre parcours de reclassement professionnel. Donc on travaille ensemble, en lien, on est les deux acteurs ici qui sommes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on fait le point sur son projet professionnel, comme tu le disais, Véronique. Et on est sur 5 opérateurs, en fait, aujourd'hui, sur le conseil en évolution professionnelle, à savoir Cap Emploi, le réseau Keops, Cap Emploi, qu'a présenté Véronique tout de suite, qui s'adresse effectivement aux salariés qui vont avoir besoin d'aménagements spécifiques en lien avec leur situation de santé, donc qui vont être
parcours de reconnaissance ou reconnaissance travailleur handicapé. Mais lorsqu'il n'y a pas besoin d'aménagement spécifique, eh bien, il y a les 4 autres opérateurs qui restent disponibles et tout à fait accessibles, c'est-à-dire le groupement évolution pour les salariés du secteur privé et les indépendants, l'APEC pour les cadres, les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans et Pôle emploi également pour les demandeurs d'emploi. Si la situation est stabilisée, ce sont les opérateurs de droit commun que je viens de vous citer, les 4, qui prennent le relais. Et donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet qui est précisé là juste en dessous de cette slide, moncep.org, mon-cep.org, pour toutes les régions de France. Parce que le conseil en évolution professionnelle, ça fonctionne sur l'ensemble du territoire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, parce que j'aimerais bien savoir s'il y en a parmi vous qui en ont entendu parler. Oui, d'accord. Bon, très bien. Une personne. Alors, pour être un petit peu plus précis, je vous le dis, ça s'adresse à l'ensemble des salariés et indépendants qui, à un moment ou un autre, souhaitent faire le point sur leur situation professionnelle. C'est un service, donc à ce titre-là, c'est gratuit, c'est confidentiel. Il n'y a pas d'obligation de prévenir son employeur. Ce qui se dit entre le salarié et son conseiller reste entre eux. C'est neutre, c'est accessible et c'est impartial. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être mis en place à l'initiative du salarié. C'est-à-dire que c'est le salarié, l'indépendant, qui va contacter un conseiller en évolution professionnelle directement, en fait. On ne vient pas vous chercher. Donc il peut être mis au courant par son employeur, par plein d'autres réseaux, mais c'est lui qui vient directement se présenter. Et donc pourquoi est-ce qu'il vient souvent ? Quelles sont les demandes principales ? Eh bien, ça rejoint ce qu'on disait tout de suite, c'est-à-dire, voilà, j'ai un accident de parcours, un accident de vie. Aujourd'hui, je dois me remettre en question par rapport à mon projet, à mon métier, à mon projet professionnel, mon évolution. Je contacte un conseiller en évolution professionnelle. Je vais avoir besoin d'une formation, de mettre en place une formation pour accéder à un nouveau métier. Je contacte un conseiller en évolution professionnelle. Si j'ai besoin d'un financement, on verra tout à l'heure avec Laetitia, pour cette formation, eh bien, je ferai appel à la transition pro. Laetitia va nous en parler tout à l'heure. Mais ça peut être aussi, je veux développer mes compétences. Je veux évoluer en interne dans mon entreprise. Comment est-ce que je peux présenter mon projet à mon employeur ? Je n'ose pas trop le faire. Eh bien, je peux faire appel à un conseiller en évolution professionnelle pour être guidé dans cette démarche et avoir les bons arguments et puis me sentir aussi à l'aise face à mon responsable pour lui parler de mon projet. Mais ça peut être aussi, je veux quitter mon entreprise, je veux aller vers un tout nouveau secteur d'activité. Comment je fais ? Vers quel acteur je peux me tourner ? Ou alors, je veux créer ma propre entreprise. Aujourd'hui, je me sens l'âme d'un chef d'entreprise et je veux mettre en place ma propre structure. Vers qui je dois me tourner ? Vers qui je vais m'adresser. Le conseiller en évolution professionnelle va être là pour toutes ces étapes. Et ça peut être plusieurs fois au cours de la vie professionnelle. Ce n'est pas limité à une seule utilisation. Ça peut être à différentes étapes charnières, parce qu'on sait tous qu'on change de métier, notre poste évolue, on doit aussi continuer de progresser et d'avancer. Donc le conseil en évolution professionnelle est là pour cela. Alors, et si d'aventure, dans l'élaboration, dans la suite des rendez-vous que vous aurez avec un conseiller en évolution professionnelle, vous aboutissez sur un des dispositifs de transition pro. Donc nous, on se veut être un accélérateur des transitions professionnelles. Donc on a notamment ce grand outil phare que j'évoquais tout à l'heure, qui est le PTP, le projet de transition professionnelle, dont je vais parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais on a également le certificat CLEA, si vous avez besoin de certifier que vous avez le socle de connaissances et de compétences qui sont un peu les bases pour vous inscrire dans une vie sociale, civique, culturelle, professionnelle. Ça va en passer par notre structure. Si vous avez donc besoin de valider les acquis de votre expérience, eh bien Transition Pro finance également les VAE. Donc on a un forfait de 2 000 € pour financer, si des fois par exemple vous estimez que vous n'avez pas besoin d'une formation parce que vous avez acquis les expériences qui vous permettront d'obtenir l'équivalent d'un diplôme. La VAE peut tout à fait être le bon objectif pour vous. Il y a également le dispositif démissionnaire. Alors celui-ci, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on l'utilise souvent quand on arrive à un point de rupture avec son employeur. On veut quitter l'entreprise parce qu'on a un projet de reconversion professionnelle qui implique soit la création, soit la reprise d'activité, ou bien le passage par une formation, et on se rend compte qu'on ne pourra pas le faire en restant attaché à son entreprise.
Certaines personnes arrivent à obtenir une rupture conventionnelle, d'autres non. Et ce dispositif a été fait pour faciliter les transitions des personnes qui ne parviennent pas à obtenir une rupture conventionnelle avec leur employeur. Et enfin, le dernier venu, donc transition collective, qui va davantage concerner, on va dire, les employeurs et les salariés. Celui-ci est un petit peu plus compliqué à vous expliquer parce qu'il reste à la main de votre employeur si vous êtes salarié, mais il peut aussi être un outil intéressant pour vous reconvertir si vous avez besoin d'une formation. Alors moi, je vais vous parler plus particulièrement du PTP, donc le projet de transition professionnelle. Donc ce dispositif est ouvert à tous les salariés de droit privé, en CDI, en CDD, en poste, intérimaire ou intermittent du spectacle, qui bénéficient d'une ancienneté suffisante, en sachant que cette ancienneté n'existe pas si vous êtes reconnu comme travailleur en situation de handicap. Ce n'est pas quelque chose que l'on va regarder. Et l'avantage de ce dispositif, ça va être de faire une formation qui va vous amener vers un diplôme. Donc attention, un diplôme, c'est des titres reconnus. On appelle RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, répertoire spécifique, donc des diplômes qui vont vous permettre de vous inscrire sur le marché de l'emploi avec une certaine sécurité. La grande force de ce dispositif, c'est qu'on prend aussi bien en charge le coût de votre formation que le maintien de votre rémunération. Du coup, voilà, vous êtes confortable pour vous former. Votre employeur est confortable également parce qu'il n'a pas à financer votre projet. On va le rembourser sur la rémunération qu'il va vous verser. Et dans le cadre de ce dispositif, et c'est aussi là la force des intervenants qui sont face à vous, nous sommes partenaires de l'AGFIP, donc ici représenté par Luc, pour cofinancer les projets de transition professionnelle de toute personne qui dispose d'un titre de travailleur en situation de handicap. Dès lors que dans votre dossier, vous nous apportez cette reconnaissance administrative, nous pouvons activer le cofinancement avec AGFIP et vous cofinancer ensemble sur votre projet. Et je vais juste faire donc un petit passage sur le CEP et le lien. Pour nous, ce qui va être extrêmement important, c'est que votre projet soit construit. C'est-à-dire que ce n'est pas une demande de financement qui est juste un document administratif. Nous, on est vraiment l'aboutissement de votre réflexion avec un conseiller en évolution professionnelle qui vous a aidé à faire le tour de toutes les questions importantes à se poser quand on veut changer de métier. Merci Laetitia. La reconversion, donc, ça passe par une formation. On l'a vu, hein, la GFIP est aux côtés de Transition Pro sur le cofinancement des coûts pédagogiques, hein, des formations que vous pouvez suivre dans le cadre d'une reconversion. Et un autre sujet qui est important, c'est est-ce que la formation que je vais suivre est adaptée, est ajustée par rapport à ma situation de handicap. Donc on a développé depuis 2-3 ans maintenant, peut-être même 4, un dispositif qui s'appelle la ressource handicap formation et qui est vraiment destiné à permettre de développer l'accessibilité aux formations que vous pourriez suivre dans votre projet de reconversion. Concrètement, c'est un appui qu'on propose aux organismes de formation qui permet on va dire, d'évaluer les besoins qu'il pourrait y avoir pendant la formation que vous suivez et ensuite d'aménager en fonction de l'évaluation qui a été faite. Globalement, c'est ça qui est important à retenir, c'est-à-dire que c'est un outil qui peut être mobilisé le plus en amont possible de manière à préparer et sécuriser le parcours de formation que vous pourriez suivre. Donc ça, c'est le premier volet de la ressource handicap formation. On en a 2 autres. Hein. Le deuxième, c'est, je vais faire un peu plus court parce que ça s'adresse davantage aux professionnels de la formation, un centre de ressources numériques qui permet d'avoir accès à un certain nombre d'outils, de guides, de fiches pratiques sur des situations de handicap bien spécifiques et qui peuvent les aider à mettre en place les adaptations nécessaires en fonction des situations rencontrées. Et enfin, le troisième volet de cette ressource handicap formation, c'est l'animation d'un réseau. En gros, c'est essayer de rassembler les organismes de formation, les CFA, ensemble pour qu'ils travaillent sur une amélioration de leur accueil des personnes en situation de handicap en cours de formation. Ici, vous avez un focus en fait sur une aide financière qui est destinée justement à l'aménagement
dont vous pourriez avoir besoin lors de votre parcours de formation. Donc ça peut être une adaptation par rapport à des modalités pédagogiques, hein, un rythme, un temps, un contenu, des outils spécifiques, des supports spécifiques. Donc ça fait partie de ce qu'on peut mettre en place, en tout cas de la réflexion qu'on peut mener. Et ensuite, ça peut être aussi l'appui d'un expert ou la mise en place de moyens de compensation techniques qui peuvent être financés par la GFIF dans le cadre d'un projet de reconversion. Alors, en complémentarité de ces aides-là, il y a quelques aides individuelles à la compensation du handicap qui vous sont présentées. Par exemple, sur des aides techniques ou des équipements spécifiques, j'ai besoin d'un logiciel spécifique pour suivre ma formation, ça peut être financé. Parce qu'on a vraiment un principe d'intervention qui est sur la compensation du handicap. Qu'est-ce qui fait de quoi je vais avoir besoin pour pouvoir suivre ma formation correctement du fait de ma situation de handicap. Et si on peut le compenser d'une manière ou d'une autre, le financement peut être apporté par le biais de ces aides-là. Et une aide qui peut être intéressante également, c'est l'aide dite au déplacement. Donc ça peut être un aménagement de véhicule ou la prise en charge de coûts liés au transport pour se rendre sur votre lieu de travail ou de formation. Donc, ce qui est important à retenir sur les quelques aides qu'on vous présente, c'est de se dire que par rapport à la situation que vous vivez, il y a des aides financières qui sont possibles. Les opérateurs CEP, Transition Pro sont au courant de ces aides-là. Ce sont les bons interlocuteurs pour vous les présenter et pour mobiliser les dispositifs adéquats lorsqu'il y en a le besoin. Dans les organismes de formation, vous avez aussi un référent handicap. C'est important au démarrage et encore une fois le plus en amont possible de faire part de votre situation de manière à ce que s'il y a des adaptations à mettre en place, qu'on puisse les envisager et trouver les bonnes le plus tôt possible de manière à vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions possibles. Le but étant d'être qualifié et derrière que la formation représente un réel tremplin à l'emploi. C'est vraiment ce qui est important. Et comme les formations sont, par définition, sont sur une durée qui est connue, qui est déterminée à l'avance, plus tôt on intervient, plus tôt on met les choses en place qui sont nécessaires, plus on a de chances d'aboutir, de réussir. Merci Marlène. Oui. Je vais me permettre juste de préciser également que nous sommes sensibles à cela, à Transition Pro également. Vous avez, si vous faites une demande de PTP, vous avez un bilan de positionnement personnalisé qui est réalisé par l'organisme de formation. Ça peut être l'occasion, si vous en êtes d'accord et si vous en éprouvez le besoin, de parler de votre situation de santé à l'organisme de formation pour voir justement, comme le disait Luc, s'il y a des ajustements à faire pour aménager votre situation de formation, si vous nécessitez des actions de compensation du handicap, des aménagements. Il faut les faire le plus tôt possible. C'est ce que Luc vous disait, c'est une démarche un peu longue, il faut l'anticiper. On se pose parfois la question, et j'ai pu avoir ces échanges sur le stand, est-ce que je dois le dire, je ne dois pas le dire, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Sur le sujet de la formation professionnelle, avec les acteurs qui sont en face de vous aujourd'hui, les opérateurs CEP, dont Capompo encore une fois, Transition Pro, nous la GFIP, il n'y a pas de tabou sur ce sujet-là, au contraire, on est là pour être à vos côtés sur ces situations, pour être aussi le relais auprès des structures qui vous accueillent en formation. On est aussi là pour ça, et pour développer ce sujet-là. Donc mieux vaut l'évoquer, c'est une information qu'on garde pour nous, si vous souhaitez qu'on le garde pour nous, mais qui est important qu'on connaisse pour pouvoir ajuster et compenser correctement pendant le temps de formation. Je peux juste ajouter quelque chose. Au niveau personnel, j'ai été référente handicap dans un centre de formation. Et c'est arrivé que des personnes viennent vers moi 6 mois après le début de la formation. Et c'est trop tard. Voilà. Et c'est très dommage. Donc n'hésitez pas à en parler. Il y en a dans les centres de formation. Et on est aussi
on n'ébruitera pas. On a aussi cette sensibilité-là et cette obligation. Donc, on fera, je veux dire, les référents en formation, parce qu'il faudrait de dire je ne suis plus, mais on fera en fonction de votre situation et au mieux. Donc, n'hésitez pas à en parler. Ça fait partie d'une démarche obligatoire de ces organismes-là. Il faut aussi bien l'avoir à l'esprit. C'est une obligation pour eux d'être en capacité d'accueillir différentes typologies de handicap. Donc ça fait partie de leur métier. C'est pas toujours facile. Toutes les situations ne sont pas évidentes, mais ça fait partie de leur job. Et nous, on est là pour les accompagner et pour faire en sorte que on arrive à vous faire réussir la formation. Oui, pour ajouter, c'est important ce que dit Luc, c'est que c'est une obligation légale d'avoir un référent handicap dans le centre de formation. Elle est inscrite dans la loi, donc c'est important. Même si on n'a pas, c'est à l'organisme de formation d'organiser la fonction de référent handicap et de faire le lien entre vous et les acteurs que nous sommes pour pouvoir aménager les conditions quand elles sont justifiées de compensation. C'est-à-dire que le handicap ne nécessite pas forcément une mesure de compensation. C'est pas, voilà, on parle beaucoup de la compensation et c'est pour cette raison que les acteurs de droit commun, Transition Pro, Laetitia qui représente Transition Pro, Marlène qui représente le groupement Évolution, la mission locale et l'APEC sont aussi des opérateurs du CEP qui peuvent intervenir dans l'accompagnement de votre projet de formation sans qu'il y ait à condition qu'il n'y ait pas de mesure de compensation nécessaire. Désolée, pardon. On retourne sur nos exemples. Ah oui, déjà. Ça va vite. Excusez-nous, ça fait 2 jours de salon. Là, je pense qu'on est tous un petit peu fatigués. Ah oui. Eh bien, on revient à Anita. Oui. Ouais, merci Marlène. L'épisode Anita, donc Anita, un exemple de reconversion, l'épisode de la reconversion d'Anita. C'est toujours cette salariée Anita en boulangerie qui avait été reconnue récemment, reconnue en situation de handicap. Elle avait des arrêts maladie récurrents, répétés, une situation de santé qui n'était pas stabilisée. Une difficulté pour porter des charges, pour encaisser, pour mettre en vitrine les gâteaux, le pain, des difficultés pour tenir dans un métier qui ne nécessite la station debout prolongée. Des difficultés pour se baisser, se lever, je pense qu'on a... accepter sa situation, bon voilà, etc. Il y a Laetitia qui me coupe parce qu'elle doit se dire, elle va continuer. Oui. Alors, le chrono, voilà, moi j'ai le chrono sous les yeux, effectivement. Voilà, c'est ça. Ah, je n'ai pas vu. Effectivement. Alors l'idée, juste, pour centrer un petit peu, c'était de se dire que selon la situation, il va y avoir un acteur qui va être un peu plus adapté que l'autre, plus pertinent pour vous accompagner dans votre projet de reconversion professionnelle. Donc dans le cas d'Anita, et c'est ce que Véronique vous disait, donc sa situation de santé est peu stabilisée et du coup elle a besoin d'un opérateur qui soit un peu plus spécialisé sur les questions de santé, qui est Cap Emploi du coup, qu'elle a sollicité, donc Anita. Et puis les différentes étapes pour résoudre sa situation, c'était ce qu'on appelle une visite de pré-reprise pendant son arrêt maladie auprès du service de médecine du travail et l'orientation vers un service social pour résoudre des questions liées à son indemnisation. Elle n'avait pas de projet, mais nous avons mis en place un essai encadré, c'est-à-dire une sorte de stage de 14 jours pour valider son métier, son nouveau métier, un poste de secrétaire assistante. Et elle a été suivie d'une formation d'assistante secrétaire et ensuite est passée par une recherche d'emploi et elle a retrouvé un emploi stable. Ce sont de vrais exemples de situation. Voilà. Donc du coup, on passe à Julio à présent. Exactement. Donc Julio, planificateur dans une entreprise dans le secteur audiovisuel. Lui, il avait obtenu sa reconnaissance travailleur handicapé il y a 10 ans, donc suite à son accident de moto. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment ses besoins en lien avec son handicap. C'est-à-dire que son poste a été aménagé par son employeur, justement grâce à un cofinancement AGFIP. Et après 5 ans dans son poste actuel, il avait un peu fait le tour et donc il a manifesté le souhait d'évoluer et de se former à l'AP. Et donc pour ça, il a contacté le groupement Évolution, donc conseil en évolution professionnelle. Et il a pu identifier une formation, mettre en place un projet de transition professionnelle auprès de Transition Pro pour financer cette formation. Et au bout de 9 mois de formation, il est devenu gestionnaire de paie et a pu évoluer, changer de métier, voilà, sans difficulté, je dirais, particulière.
Voilà, donc l'idée c'est vraiment de vous dire que selon les situations, eh bien, il peut y avoir un acteur. Donc là, Groupement Évolution était tout à fait adapté dans le cas de Julio, parce que Julio avait bien compris toutes les restrictions de sa situation de santé. Il avait fait le point et avait bien compris, il était en lien avec tous les acteurs de la santé pour l'aider et l'accompagner. Et donc là, il lui restait réellement à travailler son projet professionnel. Et donc un opérateur de droit commun était tout à fait pertinent. Donc il a fait le bon choix en allant voir donc Groupement Évolution. Alors, on a quelques minutes, secondes pour des questions. Oui. Alors, et il y en aura une ici aussi. Voilà. En moyenne, il faut compter combien de temps entre le moment où on déclare son handicap et le début de la transition? Tout dépend du projet que vous avez travaillé. Vous voulez dire entre le moment où vous faites une reconnaissance des qualités de travailleur handicapé et la sortie de votre projet, la finalisation de votre projet. Dans le cas, par exemple, d'Anita, ça a mis combien de temps? Parce qu'il y a une situation d'urgence aussi, les gens ils continuent à travailler, à vivre. Et, oui. Voilà. Alors, pour obtenir le titre, en fait, c'est ça? Combien de temps pour obtenir le titre? Non, le titre de... de son emploi ou de vendeuse et le début de son nouvel emploi. Voilà. Combien de temps? Alors, sachant que de la formation, on va dire, je dirais la partie plutôt administrative de l'affaire, oui. Dure combien de... Enfin, c'est quel délai? Faut compter Alors, quel délai? tout dépend vraiment du projet de formation qu'elle a, parce que les formations vont être différentes selon le type de formation que vous choisissez. Et on va prendre en compte, vous parliez aussi d'urgence financière. C'est vrai que dans le cadre de l'accompagnement, les opérateurs en CEP vont prendre en compte la situation globale de la personne, ses impératifs dans l'élaboration de son projet, ses impératifs aussi, ses situations sociales et financières. Est-ce que la personne est en capacité de se projeter sur un projet long, diplômant ou pas, hein, si ce n'est pas le cas de par sa situation financière, on ne va pas s'orienter vers un projet qui va durer, par exemple, une formation de secrétaire de 2 ans, si la personne n'a plus de droit, par exemple, à Pôle emploi, par exemple, hein, à l'issue des 2 ans, et que sa situation financière ne permettra pas d'attendre un délai de 2 ans. C'est vraiment le choix de la personne. Il n'y a pas de parcours type, hein. Chaque personne a une situation donnée, a un besoin particulier et on va le valider avec la personne. Alors on dit qu'en général, un projet de reclassement complet d'une personne en situation de handicap, quand on change de métier totalement, hein, qu'on ne peut plus exercer, c'est entre 18 et 24 mois. Pour accéder à une formation en moyenne, hein, parce qu'on va avoir donc la phase d'élaboration de projet, la phase de formation, si elle est diplômante, c'est qualifiante, c'est entre 18 et 24 mois. Mais si je peux me permettre, j'imagine aussi que ça dépend où vous en êtes par rapport à cette situation de santé que vous avez. Est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce qu'elle est déjà existante depuis un certain temps? Et tout ça, j'imagine aussi que ce sont des éléments à prendre en compte dans cette durée. Donc c'est pour ça que c'est difficile, en fait, ça va être très variable, de la même manière qu'une personne qui ne vit pas de situation de santé liée à un handicap, c'est pareil sur les étapes de construction d'un projet professionnel, ça peut être très très différent d'une personne à l'autre selon où on en est dans le projet et également de ce qui fait qu'on veut en changer. Parfois c'est un choix, parfois c'est subi et il y a des étapes qui peuvent prendre plus de temps de fait. Dépend vraiment du profil de la personne. Si elle avait déjà une formation, il arrive dans le cadre de l'accompagnement du public, nous avons des personnes qui ont déjà une formation avant d'être, par exemple, ça arrive, hein, caissière, qui avait une formation de secrétaire et qui ont dû être contraintes de changer de métier. Si elles reviennent à leur métier initial, il y aura besoin d'une remise à niveau sur les fonctions de secrétariat. Il n'y aura pas besoin, ce ne sera pas nécessaire de faire un parcours de formation long de 2 ans, par exemple, ou d'1 an. Oui. Et puis... Oui, complètement.
Le mieux, c'est vraiment de vous renseigner auprès d'un CEP. Je pense que ça soit, alors selon, je ne sais pas si pour vous c'était clair, après les acteurs seront toujours à même de vous orienter. Si des fois vous allez voir Cap Emploi et que peut-être Groupement Évolution ou l'APEC serait plus à même de vous accompagner, ils vont vous rediriger de la même manière que les opérateurs Groupement Évolution APEC vont vous rediriger vers Cap Emploi s'ils estiment que peut-être vous auriez un accompagnement un peu plus complet. Mais donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur le stand pour donner plus d'éléments de votre situation. C'est fait, Laetitia. Tu n'as qu'à constater la voisine. Oui, je vois qu'effectivement, ça souffle un petit peu. C'est pour ça. J'ai l'impression que ça commence déjà un petit peu. C'est en cours. Qui est en cours d'analyse de la situation. Je pense que tu comptais aussi le temps de formation. Il y avait le temps de formation qui était dedans. Formation qualifiante et diplômante, c'est une moyenne. Hein. Alors, on va peut-être... Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on en reparle en individuel, peut-être tout à l'heure, pour laisser la place aux autres personnes qui ont des questions, si ça ne vous dérange pas. Bonjour. Moi, j'avais plusieurs questions sur la transition pro. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs vies professionnelles. Donc, je voulais savoir combien de fois on pouvait profiter du dispositif et s'il y avait un délai à respecter. Ensuite, si un dossier est refusé, donc une formation est refusée, quel délai faut-il respecter pour représenter un autre dossier? Et combien de temps gardez-vous un dossier qui a été refusé? Et si vous le gardez déjà? Et si oui, combien de temps? Ok, alors je vais essayer de répondre à tout, parce que c'était très complet comme question. Alors, effectivement, nous, on a vocation à s'adresser vraiment au plus grand nombre de personnes avec tout de même des critères de priorité. Notre vocation, c'est de donner une chance de se former à des personnes qui, principalement, n'ont jamais bénéficié de nos dispositifs. Parce que forcément, quand on finance une personne, il faut bien avoir conscience que ça veut dire qu'on n'en finance pas une autre. Donc, effectivement, on ne peut pas répondre à plusieurs projets de reconversion, par exemple tous les 2 ans, tous les 3 ans. Bien souvent, on dit qu'il y a un délai à peu près de 5-6 ans minimum entre 2 dépôts de dossier. Et encore, ce n'est pas forcément une règle qui veut dire que si on redépose en 6 ans, on est bien dans les clous et on va obtenir un accord. On garde des traces de tout dossier déposé, qu'il ait été accepté ou refusé. Donc on sait que la personne a eu un historique. Donc forcément, au moment de la prise de décision, on va se dire cette personne est moins prioritaire que celle qui nous sollicite pour la première fois. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'avez aucune chance, donc vous pouvez quand même la tenter. Mais effectivement, vous serez de fait moins prioritaire que les autres. Et quand vous avez eu un refus, par contre, vous avez la possibilité de faire un recours en étant vigilant, parce que la commission paritaire s'adresse toujours aux salariés quand elle émet un refus. Elle va donner les motifs. Et donc, si vous présentez un recours, l'idée, c'est de répondre à ces motifs de refus. Et si malgré tout, vous avez de nouveau un refus, eh bien, si vous représentez un dossier, normalement 9 mois plus tard, eh bien, tenez compte aussi des motifs de refus parce qu'on garde encore une fois l'historique dans notre outil. Voilà. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Moi, c'est une situation très nouvelle pour moi, très difficile à vivre. Je pense que c'est vous, madame, qui avez parlé d'une possibilité d'accompagnement de reconversion en cas d'impossibilité de reclassement. C'est une étape dont j'ignorais l'existence. Je voulais aussi savoir ce qui se passe en cas d'inaptitude. Parce que, voilà, il faut aller jusque-là. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Sujet très important. Très important, oui. Alors, quand on est dans ce qu'on appelle un risque de licenciement pour inaptitude, du fait de l'inadéquation entre l'exercice du métier et les problèmes de santé, on peut soit donc effectuer des recherches de reclassement en interne. Peut-être que c'est ce qui s'est passé dans l'accompagnement que vous avez eu par votre employeur ou externe. Non, du tout. Il n'y a pas eu, donc il y a la possibilité de mobiliser d'abord les services de Cap Emploi dans le maintien dans l'emploi. Là, par contre, c'est important, vous connaissez bien, notez bien le nom pour le maintien dans l'emploi, faire appel aux services de Cap Emploi. En général, le médecin, le premier réflexe, c'est de contacter votre médecin du travail si vous êtes en arrêt maladie. Dès qu'il y a un petit problème de santé pendant l'exercice de le métier, premier réflexe, même pendant votre arrêt maladie, comme on l'a vu tout à l'heure, prenez contact pour une visite de
pré-reprise. Ça, il faut bien préciser, ce n'est pas une visite de reprise, mais une visite de pré-reprise. C'est le salarié qui en fait la demande, non pas l'employeur, parce que là on est dans la visite de reprise, et ça c'est le médecin, l'employeur qui en fait la demande. Le salarié fait lui-même, pendant l'arrêt maladie, une visite de pré-reprise. Ce sera un rendez-vous que vous demandez à votre initiative. L'employeur n'est pas informé de cette visite, elle est à l'initiative du salarié, et vous aurez un entretien avec le médecin du travail pendant votre arrêt maladie pour expliquer que voilà, vous avez eu des problèmes, vous avez actuellement des problèmes de santé, vous êtes inquiet par rapport à la reprise d'activité, de votre activité professionnelle, qu'il faudra peut-être envisager de changer de métier ou d'exercer autrement, et elle va évaluer avec vous, elle va projeter, elle va préparer les éventuelles solutions qu'on pourrait être amené à rechercher au sein de l'entreprise quand vous reprendrez après l'arrêt maladie. Ça, c'est la première étape, l'arrêt maladie. Si l'arrêt maladie a pris fin, vous reprenez ce qu'on appelle une visite de reprise avec le médecin du travail qui va évaluer l'aptitude, vous êtes tous arrivés, ou pas, à reprendre l'exercice dans les mêmes conditions de votre travail, de votre métier. Si cette visite se traduit par des restrictions, il va le notifier au médecin du travail et vous pourrez être accompagné. Le médecin du travail va sans doute vous orienter vers le Cap Emploi, mais aussi vous pouvez vous orienter vers le Cap Emploi du département de votre entreprise pour être accompagné dans votre classement professionnel au sein de l'entreprise. Et s'il n'y a pas de reclassement, vous serez accompagné à l'extérieur. J'imagine que chaque étape va être définie au fur et à mesure. Donc vraiment, ce que vous devez retenir, si je peux... Ouais. Oui, c'est ça. C'est si vous avez un risque d'inaptitude, premier réflexe, prenez rendez-vous avec Cap Emploi qui va envisager. Déjà arrivé, du coup ? Il est déjà arrivé ? Oui, si l'inaptitude a été prononcée, donc on entre dans ce qu'on appelle le licenciement pour un motif d'inaptitude. Donc le salarié est licencié pour un motif d'inaptitude, donc c'est une fin de contrat. Voilà. Et vous allez être orienté vers Pôle emploi. Voilà. Exactement. Et Pôle emploi, au sein de Pôle emploi, Cap Emploi et Pôle emploi travaillent ensemble dans le cadre du rapprochement. Et donc dites bien que vous avez une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à Pôle emploi qui va vous orienter après un diagnostic croisé pour un accompagnement en agence avec un conseiller Cap Emploi ou Pôle emploi selon votre situation. Simplement pour finir, parce que précision. Je crois qu'on me dit que là, n'oubliez pas, on est tous là-haut. Juste peut-être une petite précision, que vous soyez en arrêt de maladie ou pas, les dispositifs dont on vous parle, les acteurs dont on vous parle sont mobilisables. Ça, c'est important. On peut bénéficier d'un accompagnement, on peut bénéficier d'une prestation, on peut bénéficier d'une formation en cours d'arrêt maladie, si jamais c'était le cas. En tout cas, on est face à une situation à travers laquelle l'anticipation est très importante. Donc effectivement, le premier réflexe, c'est de contacter Cap Emploi pour bénéficier de l'accompagnement et l'acteur saura mobiliser les dispositifs nécessaires. Tout autre acteur, il vous orientera. Je vous propose, alors si vous avez d'autres questions, on va libérer la salle parce qu'en plus on va libérer les techniciens qui ont très bien bossé pendant ces 2 jours. Merci à vous. Voilà, merci à tous.